Vous savez, entre l'Iran et Israël, ils vont finir par s'entendre. Mhm. Nous finirons par nous entendre. On ne va pas se chamailler tout le temps. Entre-temps, les citoyens en souffrent. On ne va pas se chamailler tout le temps. Même la guerre, la Première Guerre mondiale, la Deuxième, les Allemands ont fini par s'entendre. Je souhaite que nous allions vers là. Déjà, le président de la République a reçu les, les catholiques et les protestants. Mhm. Tout s'est bien déroulé. Je crois que c'est vers là qu'il faut tendre. Les appétits individuels, ça ne sert à rien. Des sources concordantes renseignent que le chef de l'État est d'accord, favorable à ce qu'il y ait dialogue, mais avec des têtes qui ne vont pas y être représentées, le cas de Kabila Katumbi. Qu'en pensez-vous, dialogue sans Kabila Katumbi, quelle valeur aura ce Vous dialogue? dites des sources concordantes, c'est-à-dire quoi? Moi, moi, je n'ai pas pêché l'information à la source, et donc, quand vous dites concordante, c'est encore une fois les réseaux sociaux. Et si l'information était dans le tuyau et que cela venait à être révélé ou avéré, quelle serait votre réaction? Moi j'ai entendu parler de l'inclusivité Non, que les fils du pays, que nous puissions nous entendre. Vous avez traversé des générations, vous avez informé le Congolais pendant de nombreuses années. Vous était-il arrivé un seul instant de douter de la nationalité congolaise de Joseph Kabila? Non, moi j'ai entendu comme vous. Vous savez, j'avais gardé rancune à Mzé, et finalement, on m'a dit qu'il estimait, qu'il aimait bien ce que je faisais. Et même le fils? Bah, Vous avez eu des rapports justement avec lui? Même le fils, je l'ai interviewé. Mzé avait dit que c'était son fils. Bah, écoutez, ça c'est un débat dans lequel moi je ne vois pas d'intérêt. Hein. Quelqu'un qui vous a dirigé pendant 18 ans, si vous dites que vous apprenez après qu'il est étranger, c'est gênant, non? Il faut cacher ça. Même si c'était la vérité, il faut cacher ça. 18 ans, il vous a dirigé, et puis, même s'il n'avait pas la nationalité, il faut la lui donner vite, pour ne pas être ridicule. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC.
Totikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Netoko Maka Légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Vous tombez au bon endroit et vous nous suivez au bon moment. Merci mesdames, merci messieurs. Bienvenue sur Politicon, la force du détail. L'invité d'aujourd'hui est l'un de grands noms de la presse congolaise. Son influence et sa prestance ont traversé des générations jusqu'au point de représenter l'école de l'excellence dans le journalisme. Eh bien, il m'a été particulièrement quelque peu difficile lorsque je préparais cette émission, trouver les mots justes pour introduire sa présentation sur ce plateau. J'y ai consacré plus d'1 heure, sans exagérer, avant de m'en tirer grâce au ciel. Nous sommes contents que vous aurez à passer du bon temps des télés en compagnie de notre invité, que vous allez découvrir en une fraction de seconde. C'est un journaliste et patron de presse à la tête des chaînes à forte audience, Numérica et Tropicana. Il est également le président de l'Association nationale des entreprises audiovisuelles privées. Il a débuté sa carrière à l'OZRT, l'ancêtre de la RTNC, où il a officié jusqu'en 1997. Et il a été aussi ancien correspondant pour de médias internationaux renommés tels que RFI, TV5, La Voix de l'Allemagne et Radio-Canada. Natif de l'Ikassi, il est âgé de 76 ans. Il s'appelle Jean-Pierre Kibambi Chutois et l'invité de ce numéro sur votre chaîne Politicon. Un grand honneur de vous recevoir, Monsieur Jean-Pierre Kibambi Chutois, président, DG, un peu perdu, mais quand même un honneur. Un grand intervieweur qui accepte de se soumettre à cet exercice. Je ne suis pas, une petite correction, je ne suis plus patron de Tropicana TV, je suis seulement patron de Numérica. Vous êtes à l'aise en interviewant la personne que vous avez présentée comme ça? Un peu stressé, il faut l'avouer. Ah bon? Pourquoi? Non. En fait, vous savez, les gens qui interviewent les autres, quand ils sont à leur tour interviewés, parce que eux,
ils dressent des pièges. Alors ils ont peur qu'on leur tente des pièges aussi. Et donc, moi-même, je ne sais pas si je suis à l'aise en répondant à vos questions. Même pour vous, ce n'est pas une tâche facile. Parce que la télévision, le micro est une arme à double tranchant. On peut y perdre très facilement ses plumes. Alors, ça veut dire que l'exercice n'est pas non plus aisé pour vous. Mais avec cette expérience variée et enrichissante, nous avons un bon espoir que vous allez vous en tirer sans problème. Vous savez, quand un journaliste n'a plus de trac devant le micro, il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête le métier. Quand la lumière rouge s'allume, il y a quelque chose qui bouillonne. Parce qu'il sait qu'il parle à des personnes plus intelligentes qu'elles-mêmes, à des personnes qui ont fait de hautes études, à des personnes qui sont mieux informées qu'elles. Donc, quand vous, journaliste, dans n'importe quelle position d'intervieweur ou position d'interviewé, vous vous trouvez devant le micro, il faut toujours qu'il y ait ce petit trac. Si je vous disais que je l'avais, je l'ai, je vous mentirais un peu, mais ce ne serait pas complètement faux. Et ces tracks-là vous placent dans quelle position? Dans la position je me dis, mais toujours tenir compte du souci du détail, la responsabilité par-dessus tout pour informer. Où se trouve le piège? Parce que moi, je piège les autres. Et je me dis, c'est mon tour d'être piégé. Ok, allons-y. On ne vous a pas appelé pour vous piéger certainement. Et nous pensons que ça va bien se passer. Je le disais à l'entrée que c'est un honneur, un immense plaisir de vous interviewer. Un rêve de gosse que j'accomplis aujourd'hui. Lorsque vous arrivez, vous faites votre entrée dans la profession, il est impensable de ne pas connaître le grand nom, comme Kibambi Chutois et j'en passe et des meilleurs. Votre impression, en répondant à notre invitation, c'est un honneur pour vous. Vous est-il déjà arrivé des Politicon par hasard ou par intention? Il faut que je sois franc. De temps en temps, et par hasard, malheureusement, toutes mes excuses, je n'ai pas l'habitude de mentir ou de faire plaisir. De temps en temps, en passant, je regarde et ça me fait de temps en temps plaisir, mais c'est en passant. Que pensez-vous de ce jeune média dans une sphère médiatique où il y a tout? Si vous continuez sur votre lancée, vous avez un avenir radieux devant vous. En tout cas, je vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, qui est Kibambi Chutois? Mis à part la présentation faite tout à l'heure, y a-t-il autre face de vous qu'on ne connaît pas? Mais s'il y a une autre face qu'on ne connaît pas, c'est que je l'ai cachée. Et si je l'ai cachée aux autres, je vous la cacherai aussi. Non, je crois que j'ai tout dit sur moi. J'ai tout dit sur moi et je n'ai peut-être pas insisté sur un fait que j'ai toujours pensé à ma mère. Parce que ma mère m'a appris à être un honnête homme. Je l'ai raconté à vos confrères. Quand on avait 7-8 ans, on était tenté d'aller au cinéma, d'aller... Et comme chez moi, ma mère et mon père faisaient du café, on nous considérait comme étant un peu plus nantis. Et mes amis m'obligeaient d'aller prendre un peu d'argent dans la caisse de
de ma mère. Et la première fois, ma mère me dit, bon, va prendre l'argent dans le, comment on appelle ça, dans le tiroir. J'y vais, j'y prends les pots gros, 4 francs. Et puis, le lendemain, je demande d'aller au cinéma, j'avais besoin d'argent, elle me dit, va dans le tiroir, fais comme d'habitude. Un troisième jour, je trouve que les billets sont, si vous voulez, sont, j'avais l'impression, sont en ordre. Donc, j'ai eu l'impression que quelqu'un avait compté avant. Non, elle me disait, va compter l'argent. Et quand je comptais, je me servais, je comptais, je me servais. Et puis un jour, je trouve que tous les billets, et même, en tout cas, tout était en ordre. Je dis, non, pourquoi elle me demande de venir compter alors que tout est en ordre, même des pièces. Ça veut dire que quelqu'un a compté avant. Elle me demande, mais tu avais besoin de combien? Tu as pris combien? Je dis, non, j'ai pris 5 francs. Je dis, très bien. Et au 5e jour, je retrouve les billets et les pièces en désordre. Je prends ce que j'avais promis. Ce que je me suis dit, il y avait un piège. Et ma mère m'appelle. Elle me dit, tu as grandi. Ce que tu faisais avant n'était pas correct et je le savais. Et tu viens de te rendre compte que tu trichais. Et là, à 3 reprises, tu n'as pas triché. Tu es un bon enfant. Et depuis, je ne me suis plus jamais amusé à voler. Dans les valeurs cardinales, vous les avez héritées de votre mère. Ah oui, cette mère m'a élevé de manière tout à fait spéciale, sans doute parce que j'étais l'aîné des garçons et que mon père avait promis de la renvoyer si elle faisait encore des filles. Et le pauvre, il ne savait pas que c'était l'homme qui donnait le sexe à l'enfant. Là, c'était le stéréotype de la société de l'époque. Voilà. La société a certainement évolué. Et donc, ce que je vous dis, je voudrais que ça entre dans les oreilles des parents et des enfants. Tricher n'est pas bon. Vraiment, c'est pas bon de tricher. Parce que si vous continuez comme ça, vous trouverez malheur en chemin. Je voudrais que les enfants, les vieux, apprennent ça. Ils le savent. Voler, c'est mal. Prendre ce qui ne vous appartient pas est mauvais. Et comment a été particulièrement votre enfance? Elle a été marquée par quel événement dont vous pouvez encore vous souvenir? Et après, vous allez nous parler de vos études et de votre rêve de gosse. Mon enfance était très bien. J'étais fils de boy, cuisinier de blanc, et donc on n'avait pas de problème d'habillement. Le patron de mon père avait aussi un fils. Et donc pour moi, culotte, pantalon, chaussures, ce n'était pas mon problème. Le manger, c'était pas ça mon problème. Et j'ai fait des études dans l'environnement de l'ICACI, environnement Gécamine, puisque mon père travaillait chez un blanc qui travaillait à la Gécamine, donc bonne école. Et d'ailleurs, à un certain moment, il était question que je travaille, que j'aille étudier à l'école
des petits blancs quand est arrivée l'indépendance. Mhm. J'ai tout fait pour ne pas y aller. Déjà à l'époque, vous aviez les statuts dits d'évoluer. Parce qu'on ne pouvait y être inscrit que les enfants dont le parent avait les statuts d'évoluer. Et il y a une particularité, le patron de mon père m'aimait beaucoup. Ok. Je me souviendrai toujours. Un jour, il m'a amené pour me faire soigner à l'hôpital blanc, c'est-à-dire où on ne soignait que des blancs. Mhm. On lui a dit que ce n'était pas possible parce qu'il y avait un autre hôpital, il y avait un plateau parfait. Les Sud-Africains venaient se faire soigner à Likasi, à Lubumbashi, à Kolwezi. Il a dit, mais il a obligé qu'on me soigne là-bas pour la simple raison que quand ils allaient au cinéma, moi, je restais dormir avec leur enfant. C'est la nuit qu'on me transportait pour m'amener à la Boïrie. Vous savez ce que ça veut dire, Boïrie? C'est là, ce sont les maisons des boys. Okay. Les maisons qui sont derrière la grande maison. Exactement. Voilà. Et donc, ils estimaient que, comme j'étais pratiquement... Ils estimaient que j'étais un peu leur enfant. Voilà. Et vous avez pu bénéficier de ce contact avec cette famille? Oui. Et vous savez, quand je suis allé voir le patron de mon père en Europe, je me suis demandé, parce qu'ils étaient rentrés depuis longtemps, je me suis demandé pourquoi on disait que je parlais déjà bien français, alors que lui était un flamand avec un accent à couper au couteau. Paul Serreuse, qu'il s'appelle. Le jour que je l'ai rencontré en Belgique, j'étais en formation en France, j'étais vraiment surpris. Et vous, déjà à l'époque, vous aviez une diction soignée? Oui, je vous raconte une anecdote que j'ai racontée à l'Osakweno d'ailleurs. Allez-y. Bon, vous savez, les filles, à l'époque, 10 ans, le plaisir de l'Ikassi, c'était qu'on vous voit à côté d'une jolie fille. Et j'avais quelques amis qui m'aimaient bien. Les garçons n'étaient pas heureux, bien entendu. Que je sois, moi, fils de boy, avec des jolies filles qui étaient enfants de cadre. Et me disaient, pourquoi vous allez vous promener avec lui Et les filles disaient, mais le français qu'il parle, est-ce que vous le parlez? Ça, je m'en souviendrai toujours. Il y a une... Est-ce que vous parlez ce français-là? Et quand je suis là, j'allais rencontrer mon patron de mon père. Alors, d'où ça vient, se parler bien? Est-ce que vous a poussé à faire plus tard le journalisme? Comment vous y êtes retrouvé? J'ai comme l'impression de répéter la même chose. Eh bien, j'avais un oncle qui venait de temps en temps pendant les vacances chez nous, chez mes parents, et qui parlait avec le patron de mon père. J'estimais qu'il parlait très bien français. Et il m'a dit un jour, moi, je suis au séminaire, c'est pour cela que je parle bien, parce que là, on apprend à bien parler français notamment. Là, j'ai pris la décision d'aller au petit séminaire de la Mouira à 50 km de Lubumbashi. Et c'est vrai que j'ai rencontré des professeurs très exigeants et des équipes de camarades très exigeants aussi. Quand vous commettiez la moindre petite faute, par exemple, vous disiez, je sais pas quoi, moniteur, il disait nouveau. Donc vous étiez obligé
les imiter et donc de bien parler cette langue de Molière. Même chose pour le latin, même chose pour le grec. C'était une école très exigeante. Et dans cet environnement, vous aviez bien grandi et le journalisme, vous l'avez fait par passion ou par vocation? Vous savez, les questions que vous me posez sont les mêmes que les autres m'ont posées. Et si ce sont politiquement, oui, le public oui, est un autre public j'ai et il aimerait savoir de vous. J'ai l'impression de me répéter. En fait, je suis entré au journalisme parce que je voulais aller corriger le français que parlaient un certain nombre de nos amis. J'écoutais à la radio dans ma chambre, je disais, mais ça, c'est pas possible. Comment est-ce qu'à la radio, on peut s'exprimer comme ça? C'est ce qui m'a poussé d'aller travailler à la radio. Parce qu'à l'époque des faits, les grandes têtes de la radio, n'est-ce pas, étaient en formation en France. Ceux qui sont restés étaient quelques vieux, quelques stagiaires. Donc je trouvais scandaleux qu'on parle mal français à la radio. J'y suis allé pour cela. Et vous intégrez l'OZRT, l'ancêtre de la RTNC, en quelle année? Non, c'était la RTNC, avant. Avant, c'était la RTNC. C'est RTNC avant la zérianisation. Ok. Eh bien, après 3 ans, disons quand même honnêtement, 2 ans de philosophie, parce que la 3e année, elle ne s'est pas passée très bien. J'étais entre la radio et le grand séminaire. Donc voilà, nous sommes en 72 quand j'entre là-bas, petit stagiaire. Et voilà. Et quels sont le visage que vous avez retrouvé à votre arrivée? J'ai retrouvé les visages des amis. Il y en a un qui venait de nous quitter. C'était une famille. Nous étions tous jeunes. Vraiment une famille dans laquelle je suis tombé. Et j'ai fait ce que j'ai pu faire. Mais quand l'équipe qui était partie en Europe est revenue, alors là, j'ai commencé à apprendre des choses. On avait un rédacteur en chef, Bébé Béchélémon, Emmanuel à l'époque, qui avait une écriture extraordinaire. Et je me suis faufilé dans cette famille et je crois qu'on a fait du bon travail. Il y a un ami qui est ici à Kinshasa, qui s'appelle Kissema, qui était avec nous, et donc une très très bonne équipe de jeunes gens. Quand la télévision est venue par la suite, c'était extraordinaire. On se baladait dans les rues de la ville, partout où il y avait des antennes de télévision, nos amis, filles, garçons, nous regardaient avec envie, nous admiraient. Pour quelqu'un de timide comme moi, c'était très bien. Votre intégration s'est faite non sans problème? Sans aucun problème. Et qu'est-ce qui a assuré par la suite votre ascension fulgurante dans la sphère médiatique de la RTNC jusqu'au niveau de patron de médias? Oh, c'est-à-dire qu'à un certain moment, je trouvais que Kinshasa était trop petit pour moi. Lubumbashi était trop petit pour moi. Et j'ai fait un 2e concours qui me destinait à venir à Kinshasa pour, disons, encadrer, former les amis de la radio et de la télévision de toute la République. Ça s'appelait le Sevoza. Là, le Zaïre venait d'être... on avait déjà été zaïrianisé. Et donc, voilà, je suis parti en formation. Et de Paris, je suis
descendu sur Kinshasa en 1980 et en 82, j'ai été appelé à travailler à la présidence de la République. 2 ans après mon retour de Paris. Et qu'est-ce que vous avez appris de l'ancien chef de l'État en travaillant à la présidence avec Mobutu? Je rappelle, vous avez travaillé à la RTNC, vous avez officié jusqu'en 97 avec l'arrivée de l'AFDEL. On a estimé que vous aviez trop servi le roi Léopard. On vous a chassé de la RTNC. Vous allez nous parler de ce passé mouvementé. Je vais mouvementé. restituer la vérité. En fait, les amis qui sont venus avec l'AFDEL ont eu, allez, soyons francs, hein, ont eu peur de nous. Parce qu'ils ont décapité la RTNC, directeur, sous-directeur, dehors. Parce qu'ils voulaient occuper, les grands postes. Un jour, je voulais entrer, j'étais directeur de l'information à la télévision, je voulais entrer donc à la RTNC. Eh ben, on nous a dit non, directeur, sous-directeur, c'est fini pour vous. Allez à l'hôtel intercontinental, c'est là que vous recevrez les papiers qui vous permettront d'entrer. Et on arrive à l'intercontinental, on nous dit non, vous, c'est fini. Alors, c'est ça la vérité. Et les amis qui sont venus sont vite partis parce qu'ils cherchaient des grands postes pour avoir beaucoup d'argent et les salaires qu'on leur attribuait n'étaient pas intéressants. D'autres sont restés, la plupart sont partis. Nous allons parler de ce que devenue la RTNC après votre départ, c'est-à-dire après les événements de 97. Oui. Mais bien avant, que gardez-vous de l'ancien chef de l'État Mobutu en tant que citoyen, en tant que chef d'État? Que gardez-vous de lui de particulier? En tant que chef d'État, c'était parmi les personnes les mieux informées. Les mieux informés? Oui, pour les mieux informés du pays. Parce qu'il avait des services de sécurité qui étaient très, très compétents. Et quand on dirige, il faut avoir l'information le premier pour savoir où se trouve le pays et où il va. C'est vital pour le pays. Absolument. Ben, d'abord pour le pouvoir, parce qu'il faut le garder quand même. Tout le monde à l'époque, c'était des partis États partout, tout le monde voulait le garder le plus longtemps possible. Et il s'était entouré des personnes au niveau de la sécurité qui étaient compétents. Des gens comme Mokolo Apombo, des gens comme, comment il s'appelle encore, Terminator, Gwanda. Vous voulez nous dire ici que Mobutu savait mieux se faire entourer? En tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Vous savez, une anecdote. Moi, je suis à la présidence, je fais 6 mois. C'est après 6 mois qu'on vient me dire, mais vous voyez que enquête nayo, et c'est là qui lobby. On enquêtait sur vous déjà. Les lots yondé au bandit pesant Moussala. On me raconte, en résumé, ce que je fais. Il dit, vous quittez chez vous, vous allez à tel endroit, vous parlez, même pas politique, vous parlez. Et tout se passait pendant 6 mois à votre insu. Pendant 6 mois, je insu. ne savais pas, j'étais suivi. Bon. Journaliste. Suivi. On me dit, ok, l'enquête est terminée hier. C'est aujourd'hui que vous pouvez vous considérer comme faisant vraiment partie de l'entourage du président. Ça, c'est quelque chose. Hein. Donc, n'entrez pas là-bas qui voulait.
Et de- il vous était, ou il vous était arrivé de tomber sur certains secrets d'État? Secret d'État, je crois que la politique se passe souvent loin de la presse. Mais à un certain moment, quand même, personnellement, j'ai approché le maréchal quand mon chef direct, Lumbana, n'était pas là. Je faisais la revue de presse du matin. Parce que Mobutu suivait les radios. Quand il a pris le pouvoir, il avait 2 postes de radio, grounding. Partout où il allait, il y a un garde du corps qui était chargé de transporter pour écouter. Bon, plus le temps passait, puis il commençait à se fatiguer de suivre lui-même les informations. Et c'est la tâche qui était donnée à Lumbana Kapassa. Il suit les informations de toutes les radios, et puis il va en discuter avec le chef. Et là, effectivement, on a récolté certaines informations. Et puis, quand on entoure le chef et qu'on se retrouve entre plusieurs services, souvent, vous entendez tel vous dire que hier j'étais avec le président. Je vais vous raconter encore. C'était quelqu'un d'amical? Oh, de très généreux. Et il respectait beaucoup les journalistes. Pour avoir été lui-même journaliste, je crois. Parce que, tout simplement, quand il y avait des petits problèmes, par exemple, beaucoup de bagages, et qu'il demandait à ses gardes de sgor, à ses sbires, mais pourquoi non, presse, alors que c'était faux. Donc, il appréciait beaucoup les journalistes. Et au plan de la communication, il savait choisir les meilleurs. Les meilleurs. Plan de la communication, pas seulement journalistique, communication. Par exemple, si je vous parle de Sakombi. Un excellent ministre de la communication. Un routier, un vieux routier de la communication. Non, pas un vieux routier. Il était licencié en éducation physique. Ok. Mais il avait des aptitudes à bien communiquer. Un bon parler, et puis voilà. Et qu'avait-il de si particulier que ses successeurs ne renferment pas en eux? Qui ça? Mobutu. Oh, d'aussi particulier. Je sais pas. En tout cas, quand vous voyez, vous voyez ses quotidiens, ce que je peux vous dire, sa posture de chef, comment il encadrait les équipes. Je vais vous dire une chose. Il était jaloux de son poste. Et il voulait le garder. Quand vous vouliez toucher à son fauteuil, vous étiez son ennemi. Mais à côté de ça, c'était un homme charmant. Et quel acquis on peut garder de lui? Il était généreux. Quelle valeur il peut transmettre aujourd'hui aux générations qui viennent après? Quand on dit, bon, est-ce qu'on peut être généreux avec l'argent de la République? Je dis oui, parce que dans l'entourage du président, il y avait aussi des gens qui avaient de l'argent, mais qui ne distribuaient pas. Il était généreux, il était gentil, il était bien élevé. Vous savez, un jour, je vais pour la revue de la presse. Il était assis dans son fauteuil. Et puis, je m'approche de sa personne. Il se met debout. Ah non, moi je regarde derrière. S'il y a quelqu'un qui... Incroyable. S'il y a quelqu'un qui vient, le garde de corps me dit, non, qu'il était.
C'était pour me saluer. Je dis non, c'est pas possible. Et quelqu'un d'autre me dira la même chose. C'était Feu Banza Moukalai Songo. Et il arrive à Guado, il approche, et puis le président se met debout. Et, parce que je lui avais raconté ça, hein. Il revient à Kinshasa, il me dit, Moukouboua, mais c'est vrai, mais cet homme est extraordinaire. Pourquoi il fait ça? Je dis, mais c'est comme ça. Ce qui était le contraire. Donc vous n'aviez pas du tout travaillé dans un climat de terreur. Lui-même ne représentait pas cela. En tout cas, je n'ai pas connu la terreur. Hein. Je suis journaliste, tu me terrorises comment? Tout ce que je savais, j'avais été très bien reçu par mon ami Lumbana, et il m'avait dit ce qu'il fallait faire. Ce n'est pas le président vient d'arriver, il est habillé en costume ceci. Il fallait à tout moment chercher l'information, le commentaire qui se cachait derrière l'information. Pourquoi il se déplace, pourquoi il va à Paris? Il faut fouiner pour savoir, il va à Paris pour ça, pour ça, pour ça. Et c'est l'information dont ont besoin les Aïrois de l'époque, et c'est ce que nous faisons. On parle de votre passé mouvementé avec l'entrée de l'AFDL et le lot important de meilleurs journalistes n'était plus. Et je vais me reprocher une chose. Oui, quand oui, même, hein. Allez-y. Et l'erreur de l'entourage de Mzé, c'était d'avoir coupé les têtes. Parce que si j'étais parmi ces conseillers, j'allais leur dire qu'ils nous donnent le secret, la matière, nous les chasserons dans 6 mois. Ils auront déjà l'occasion de transmettre ce qu'ils avaient à nos équipes. Parce qu'il est vrai, et je m'accuse, nous n'avions pas transmis, comment je veux dire, les ficelles de la direction de l'information pour ce qui nous concernait, par exemple. On faisait le conducteur, on arrivait, on le chamboulait et on alignait comme nous voulions. On n'expliquait pas toujours pourquoi on prenait en premier cette information, les conférences de rédaction. Bon, ben on arrivait, on disait, ce ne sera pas ça, ce sera ça, ça. On n'a pas eu l'occasion. Est-ce que c'était parce que nous voulions garder le secret pour nous-mêmes? Je ne sais pas. En tout cas, on n'a pas transmis le secret de la direction à ceux qui ont pris la relève. Est-ce que le départ massif de journalistes de renom jugés trop proches du pouvoir de Mobutu a joué contre l'image ou la progression de l'RTNC? Non, le fait que... Parce que les journalistes sont restés. Hein. Certains. Oui, mais le directeur, sous-directeur... Décapités. Sont partis. Donc les autres sont restés sans peut-être ces outils, le peu que nous avions qui pouvait permettre, par exemple, à bien diriger les conseils de rédaction. Hein. Ça, nous n'avons pas transmis. Mais la relève, je me souviens, il y avait des... comment il s'appelle, Dimanja, qui était resté, bon présentateur. Non, les bons journalistes au niveau de la présentation, je crois que non, Koudora était déjà parti. Il y avait des bons présentateurs, des femmes. Non, c'était... Mais la direction... Parce qu'il n'y avait pas que les journalistes qui étaient partis. Il y avait les directeurs techniques, il y avait les directeurs des programmes, mais les directeurs techniques ont été repris très rapidement. Mais les autres, c'est bien après qu'on les reprendra. Moi, je n'ai plus mis
mes pieds là-bas parce que j'ai travaillé dans une radio, dans une télévision privée. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez la RTNC, qu'est-ce que vous vous dites? Quelle est la première phrase ou la première idée qui effleure votre esprit en 3 ou 4 secondes? Ah, mais c'est une grande télévision, techniquement, elle est bien outillée. Ceux qui la dirigent sont des personnes qui ont été formées et qui... non, je crois que ça va. Je crois que ça va. Ça joue bien son rôle, le rôle de cet outil important dans la mobilisation, dans l'éveil des consciences et tout ce qui est corollaire. Écoutez, moi déjà, je dirige une télévision. Est-ce que vraiment j'ai des leçons à donner aux autres? Non, ce ne serait pas très élégant. Moi, je regarde de temps en temps le journal télévisé, il est bien. Bon, il y a certaines personnes que j'ai personnellement formées qui présentent les journaux télévisés. J'en suis heureux. Non, ça va. Moi, je crois que ça va. Est-ce que la RTNC réunit encore le genre, reflète telle le valeur que nous devons avoir comme nation à travers le programme télévisé? Je vous dis la vérité. Maintenant, il y a plusieurs chaînes. À l'époque, nous, vous arriviez en un jour, vous étiez une vedette. Qu'est-ce qui expliquait cela? Il n'y avait que ça. Il n'y avait que la RTNC. Il y avait que la RTNC. Donc, vous êtes bon. Mais pour tirer votre épingle du jeu, vous devez aussi vous démarquer et bien faire. Bien entendu. C'est pourquoi vous êtes là. Si vous êtes mauvais, d'abord, si vous êtes mauvais, on ne vous donne même pas l'occasion de passer. C'est possible. Mais vous êtes bon. En une semaine, je vais vous dire, à Lubumbashi, parce que c'est là que j'ai commencé, ceux qui avaient des voitures, ils devinaient même jusqu'à ma démarche. Ils s'arrêtaient pour me prendre. Il suffisait d'être bon pour être... en tout cas, 2 semaines, c'était beaucoup. Vous êtes dans toutes les maisons, on vous reconnaît, on vous dit... Le public de Lubumbashi était très sévère. On nous considérait comme des joueurs des joueurs de football. Parce qu'un jour, je me souviens, j'ai présenté le journal et je n'étais pas en forme. Mais il y a des gens qui sont venus, avant la fin du journal, me le reprocher. Nous avions des gens qui sont venus de Kinshasa. Le public était trop exigeant. Très exigeant. Nous avions des gens qui viennent de Kinshasa. Et quand nous vous avons vus, on leur a dit, voilà, regardez notre journaliste. Et vous vous êtes repris à 3 ou 4 reprises. Non, Kibambi, c'est pas possible. C'est grave ce que vous nous avez fait. Vous vous rendez compte? Même à la cité, comment je dis, au stade. Mais on vous reproche, tel jour vous avez dit ça. C'était invivable. Et donc, nous étions obligés. Ça vous mettait toujours face à vos responsabilités. Nos responsabilités. D'où les conseils de rédaction qui étaient stricts. Tu ne peux pas venir, même si tu étais à l'horaire, prétendre venir présenter le journal si tu n'as pas assisté au conseil de rédaction. C'est impossible. Parce que c'est au conseil de rédaction. Chacun commet des fautes. Moi, je suis en train de... J'ai un programme qui s'appelle... Petite Lucarne. Un programme très suivi et apprécié. Suivi et apprécié, mais attention, je peux aussi me tromper. Bon, je prends soin de vérifier. Errare humanum est. Oui, je prends soin de vérifier ce que je dis. Mais c'est au conseil de rédaction qu'on dit, ça ne se dit pas. Hier, tu l'as dit. Et donc, ne le dis plus.
Et donc, c'est le conseil de rédaction qui forme tout le monde et qui vous amène vers le haut. Aujourd'hui, le conseil de rédaction est remplacé par le rédacteur en chef ou le secrétaire de rédaction. Est-ce qu'un rédacteur en chef remplace-t-il le conseil de rédaction? Non, le rédacteur en chef. Le conseil de rédaction est préparé par le secrétaire de rédaction, et dirigé par le rédacteur en chef. Et c'est là que toute l'ossature, toute la crème se réunit pour dire ce qu'on doit faire. Même les reportages. Vous n'allez pas au reportage si vous n'êtes pas passé par la rédaction. C'est la rédaction qui vous dit, vous allez au gouvernorat. Eh bien, au gouvernorat, aujourd'hui, nous voudrions que nous puissions connaître, que tu puisses mettre une action particulière sur ça et ça. On détermine les lignes du reportage. Bien entendu. Vous faites votre reportage, mais vous ajoutez ce que la rédaction vous a demandé de faire. Et si c'est fait comme ça, je vous assure, il n'y a plus de fautes que nous constatons dans les radios et télévisions. Oh, ben, qu'est-ce qui nous empêche, nous les Congolais, de ne pas dire signataire? Signataire, c'est un belgicisme. C'est parapheur. Parapheur. Signataire, c'est celui qui signe. À l'époque, bon, flamands et wallons, certains de nos professeurs étaient des flamands. Il y a quelques erreurs. Il y a une autre erreur que nous commettons beaucoup, j'allais y revenir, mais c'est passé. C'est belge, c'est un belgicisme. Il y a des expressions. J'ai difficile. J'ai difficile, voilà. J'ai difficile. Vous savez que cette expression-là, tout le monde, tous les Congolais. Même certaines autorités l'emploient. Je l'ai retrouvé, je m'excuse de le dire, dans un des discours écrits par Maître Maïdi Kangimbi. Dieu seul sait comment il écrivait bien. Discours de Mobutu. Mais c'est quoi? Et moi, je l'ai découvert comment? C'est parce que j'étais en formation à Paris, je suis allé en Belgique. Vous savez, à l'époque, si vous ne passez pas par la Belgique, comment Bruxelles, donc il fallait passer. Un jour, j'étais en Belgique, je parlais avec des amis, et puis un monsieur est venu me dire, monsieur, vous parlez bien, mais vous étudiez en France? Je dis oui, je suis en formation en France. Il me dit, je peux vous dire d'où vous venez, vos origines. Vous devez être ou rwandais. À partir de quoi? À partir de votre diction? Oui, attendez. J'ai dit, j'ai difficile. Il dit, vous devez venir ou du Rwanda, ou du Burundi, ou du Zaïre. Et il a tapé juste. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que vous avez dit, j'ai difficile. C'est une expression flamande traduite en français littéralement. Oh là là. Dites, j'ai de la peine, des difficultés, mais j'ai difficile. Vous ne devez provenir que du Rwanda, du Burundi ou du Zaïre. Parce que nous, les Belges, nous avons laissé ça là-bas. Et donc, le programme de la petite lucarne, vous le portez, c'est depuis votre enfance que vous aviez envie de corriger. Je suis surpris, oui. Certains écarts ou certaines fautes. Je suis surpris. Non, moi, je prends tellement au sérieux le métier de journaliste. Je refuse que le journaliste puisse mal parler sa langue de travail, que ce soit le lingala, le kikongo, le swahili. Le swahili du Katanga, c'est quand même un peu difficile, hein, parce que si vous allez... Un mauvais swahili. Oui, mais si vous arrivez au Katanga, vous parlez le swahili du Maniema ou de Goma. C'est compliqué, hein. Mais vous êtes obligé de parler le bon swahili. Parfois, nous-mêmes, journalistes,
ont préféré écouter le journal en français que le journal en swahili, parce que le journal en swahili c'était un swahili compliqué, que la plupart des gens ne comprenaient pas. Mais il faut parler correctement sa langue de travail. Et aujourd'hui, sans fausse modestie, vous avez évalué ce que vous faites au travers du programme Petite Lucarne. Qu'est-ce que vous dites? Je suis content. Vous avez toujours le sentiment du devoir accompli? Non. Ou vous avez le goût de l'inachevé? Non, il faut continuer. Vous savez, il y a des gens, et c'est terrible. Bon, je me retrouve quelque part, et puis quelqu'un dit, dit le CG. Dit le SG, parce que sinon, monsieur va me corriger. Vous comprenez? Le CG. Alors qu'il n'y a même pas de C. Il y a le SG. Donc, des petites choses. Mais ce n'est pas de notre faute. Je le dis partout où je passe. Nous, quand nous apprenions l'alphabet, le S, c'était le C. Et le C, là, on disait C français. Donc, c'est pas notre faute. Allez, merci beaucoup. Nous allons parler de la profession avec vous. Nous allons... Nous y sommes déjà. Essayer de profiter de cette vaste, variée, même enrichissante expérience que vous avez acquise au fil des années. Oui. Et vous avez 76 ans? Pas encore. Pas encore. En décembre. En décembre. À première vue, vous êtes toujours fougueux, jeune. Non. Jeune. Grand d'esprit, grand détail. C'est quoi votre secret? Avant de parler du sujet de la profession. Mon secret, je fais du sport, je fais du tennis. Le tennis, c'est un sport très exigeant. Normalement, on ne le fait pas à un âge assez avancé parce que c'est parmi les sports violents. Vous savez, quand on vous donne une balle vers la droite et qu'après on vous la donne à gauche, il faut quitter là-bas pour aller à gauche. Il faut freiner. C'est violent. Et tenir compte du timing ou de la direction de la balle. De la direction de la balle, il paraît que c'est violent. J'ai un ami à qui on avait interdit de faire du tennis. C'est un ancien ministre parce qu'il avait des problèmes de cœur. C'est feu Pai Wasiakasigé qui aimait beaucoup le tennis. On lui a dit de revenir au golf parce que le tennis était trop violent. Le golf, c'est moins laborieux. Oui, on marche. On marche et puis on tape aussi, mais c'est plus soft. Allez, la presse face aux TIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Monsieur Kibambi Chitois, nous avons l'honneur de vous recevoir. Est-ce une opportunité, une menace? Non, c'est pas une menace. D'ailleurs, les nouvelles technologies de l'information, ce qui est regrettable, c'est que maintenant, tout le monde peut pianoter et donner l'information. Les nouvelles technologies de l'information, il ne faut pas en avoir peur. Il faut plutôt les approprier. Il faut les maîtriser. Vous savez que, par exemple, Twitter, je peux tweeter aujourd'hui une fausse information. Mais comment sauver les téléspectateurs de la mauvaise information? Eh bien, c'est mettre en place des grandes télévisions, des grandes radios de référence auxquelles les gens pourront se référer. Par exemple, à un certain moment, on a parlé de la mort
d'un chef d'État, tout ça, ça s'est baladé dans tous les sens. Mais il fallait avoir des radios, des télévisions, grandes télévisions puissantes de référence, auxquelles les gens peuvent ou pourraient aller prendre la bonne information, vérifier la bonne information. Et vous savez que les médias s'enrichissent. Quand vous suivez les radios, que ce soit RFI, je peux la citer parce que j'y travaillais, aujourd'hui, vous voyez Juan Gomez, que vous ne connaissiez pas, aujourd'hui, à partir de votre smartphone, vous le connaissez, vous regardez. Donc, maintenant, les médias traditionnels doivent, n'est-ce pas, aussi utiliser ces nouveaux moyens pour se faire comprendre. Parce que, si vous ne le faites pas, vous êtes... mais vous vivez grâce à cela. Et nous qui sommes des médias traditionnels, nous privés, nous sommes obligés d'utiliser ces nouvelles opportunités pour répandre, pour être suivis. Donc, on a besoin d'en avoir peur. Il faut les approcher. Mais ça passe par un travail de qualité. Absolument. Au-delà de tout ça, il faut que le moyen suive. Mais dans le contexte congolais, peu sont les médias qui réunissent ces critères. Comment y faire face alors que la presse congolaise souffre de beaucoup de choses, vous le savez? La presse congolaise souffre d'abord de la pauvreté. Vous savez, moi, quand j'étais formé, on me disait, si vous n'êtes pas en mesure de faire les simultanés, c'est-à-dire quoi? L'émission que nous passons, elle est enregistrée. Si vous n'êtes pas capable, médias traditionnels, vous passez en direct et en même temps vous enregistrez ce que vous dites. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, ne faites pas de la radio ni de la télévision. Il faut être en mesure et de faire le direct et d'enregistrer tout ce que vous faites. Donc les médias ont besoin de moyens. Pour vérifier l'information aujourd'hui, vous faites quoi? Vous prenez quelqu'un qui va prendre une moto pour aller demander à tel? Non. Prenez votre portable, vous appelez. Pour appeler, encore faut-il avoir des crédits. Si WhatsApp ne fonctionne pas bien, il faut y mettre des unités pour vérifier l'information. Tout ça, ce sont des moyens. Et nous sommes en pourparlers avec le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya Katemboué, pour quand même qu'on puisse faire en sorte que on pense à faire des médias qui sont les nôtres, des médias de référence, puisque nous avons été formés et que nous avons encore des choses à donner, que nous puissions avoir les moyens de notre politique. Et comment contrer justement la désinformation, les fake news, qui sont l'effet de nouvelles technologies de l'information et de la communication? Le journaliste, lui, par souci du détail, de bien informer, il prend toutes les précautions avant d'informer objectivement. Mais pendant ce temps, l'éthique informe en toute vitesse. Oui. Comment y mettre une croix, comment contrecarrer tout cela? Ne vous en faites pas. Le téléspectateur ou l'auditeur a besoin de la bonne information. Il y a
toujours ces radios de référence. Il ne faut pas que ce soit toujours des radios de l'extérieur. Moi, je vois, vous savez... Mais la bonne information, quand elle arrive en retard, il y a une grande partie déjà qui est consommée. On parle de la consommation de l'information. Ce n'est pas toujours en défaveur de la profession. Je vous dis, moi, franchement, il y a moyen. Nous sommes en train d'y travailler pour faire en sorte que on réunisse toutes les conditions. Hein, nous, les médias traditionnels, qui ne sont pas officiels, tous les moyens, vérifier l'information, aller le plus vite possible, être en mesure d'envoyer des journalistes à l'extérieur. Je me rends compte que mon jeune frère Lusako nous le fait avec bonheur. Donc, moi, quand j'ai commencé, j'ai créé ma télévision à l'époque, on était 10 télévisions. Hein, et je ne vous dis pas ce que nous gagnions comme... Vous avez remarqué, par exemple, que les brassicoles, bon, la cigarette, c'est interdit. Les brassicoles ne font plus la publicité. Mais parce que les brassicoles, pour eux, il faut avaler tout le monde. Il faut que, quand ils font de la publicité, que ça leur rapporte. Maintenant, ils se confient aux chaînes étrangères. Vous voyez... une bête qui va, et puis on montre une bière. Ce sont les chaînes étrangères qui ont ces publicités. Vous voyez également certaines communications de l'État passer par l'extérieur parce que on s'est rendu compte que le Congolais consomme aussi, si pas plus. Je vais vous dire, moi, il y a des gens qui sont surpris quand ils me voient en train d'interviewer quelqu'un à la RTNC. J'ai rencontré quelqu'un qui me dit, mais papa, mais vous, nous, on croyait que vous aviez abandonné le métier. Journaliste un jour, journaliste pour toujours. Je vous ai vu à la chaîne nationale en train d'interviewer, mais former. Je dis, on continue à former. Moi, j'ai tiré cette phrase de quelqu'un. Quand je touche à quelqu'un, je le transforme en or. Et je constate, moi, personnellement, que tous ceux qui étaient à mon école, quand ils partent, ils brillent. Ils ne mettent pas longtemps à briller. Ils brillent, donc je les transforme en or. Donc, la chaleur du doyen. La connaissance d'abord. J'ai eu la chance d'avoir appris ce métier grâce aux bourses de l'État, et donc je suis obligé de donner, même si certaines informations sont dépassées, mais le gros est resté le même. Et comment alors les journalistes peuvent-ils regagner la confiance du public à l'heure de la désinformation? Vous dites bien qu'il faut réunir les conditions, qu'il faut être bien formé, surtout, avoir des médias de référence. Oui. Qui ne polluent pas l'atmosphère par qui ne peuvent pas s'amuser de donner une fausse information sans la mettre au conditionnel. C'est de cette manière que les journalistes peuvent regagner la confiance du public. D'abord, conseil de rédaction. Là où vous tamisez, est-ce qu'on peut diffuser ça? Est-ce qu'on peut ne pas diffuser ça? Est-ce que ça se dit? Est-ce que ça ne se dit pas? Hein? Vous savez, les mamans qui sont restées à la maison, quand elles vous préparent la bonne sauce, elles ne le font pas au hasard. Hein? Elles ajoutent ça, elles mettent ça, comme les grands maîtres d'hôtel. Ce n'est pas le premier venu qui va... Non, les médias de référence, on en a besoin. Ouais, c'est important. Les médias de référence, on en a besoin. Vous êtes défenseur d'une télé intelligente. On voit que vous suivez, hein, de temps en temps. Bien évidemment. Oui. On ne peut pas vivre à Kin et se passer du programme tel que
La petite La lucarne, petite lucarne. par Merci, exemple. Merci, vous êtes gentil. On apprend à travers ces programmes. Mais vous dites que le journaliste ne doit pas se comporter en donneur de leçons. Non, je dis moi. Moi, je ne veux pas me comporter en donneur de leçons quand je parle d'autres confrères. Écoutez, vous avez dit tout à l'heure quand je suis venu que je suis plein de sagesse. Vous vous rendez compte, moi, si je me mettais à dire, à critiquer tel ou tel, non. C'est pas sage d'abord, et puis c'est pas honnête. On vous invite dans une télévision pour donner la bonne parole et vous commencez à rentrer dans les confrères. Non, c'est une arme à double tranchant. D'ailleurs, la suite, ça sera quoi? La personne va demander de venir sur le même média contredire ce que j'ai donné, sa façon de voir les choses. Et comment Droit alors, de réponse. comment alors les journalistes peuvent-ils naviguer entre la nécessité d'informer objectivement et la tentation de prendre des positions sur des sujets sociaux et politiques brûlants de leur pays? Libre à eux, non mais le journaliste, il n'est pas interdit quand même aux journalistes de donner son point de vue sur un certain nombre de sujets. Mais certains vont se réserver, d'autres vont le dire. Et vous voyez que je ne regarde pas la caméra, mais je vous regarde. Parce que c'est... Enfin, j'allais dire autre chose, mais que j'avale. Voilà, et on nous reste 3 ou 5 minutes. La régie peut bien nous aider à chuter en beauté avec le géant Jean-Pierre Kibambi-Chintois. Il est des invités qu'on ne reçoit pas tout le jour, ni tout le mois. C'est le cas de Jean-Pierre Kibambi-Chintois, malgré son agenda fort chargé. Il a décidé et malgré volontiers, sa télévision, et malgré où il peut s'exprimer librement, sans censure, il accepte en tout cas de venir chez nous. En tout cas, c'est un immense privilège pour nous. Et vous vouliez que je commente un certain nombre d'événements? nous allons le faire avec vous. Quelles sont vos relations ou vos rapports avec l'actuel chef de l'État? Vous savez, un jour, nous faisions, le ministre Mouyaya a organisé comment je veux dire, une interview avec le président. Un briefing presse. Un briefing presse avec le président. Et quand il m'a vu, il me dit, Kouloutou, il n'a pas perdu de sa superbe. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est que les relations sont bonnes. Les relations ne doivent être que bonnes quand vous êtes un bon journaliste. Est-ce qu'il vous consulte de temps en temps sur tel ou tel autre sujet? Est-ce que vraiment, est-ce que le président est suffisamment bien entouré que pour avoir besoin que Kibambi-Chintois... Vous en êtes sûr? Ben oui, c'est ce que je pense. D'ailleurs, moi je vous dis franchement que le travail que fait notre ministre, c'est un travail très, très élogieux. Il fait bien son travail. Donc, un estime qu'il ne mérite pas cette confiance du chef de l'État? Ben non, mais... Est-ce qu'ils se sont regardés dans leur miroir? Non. Vous savez, à l'époque de Sakombi, c'est ma vérité, hein, à l'époque de Sakombi, moi, je vous dis, je me disais, bon, ce qu'il fait, moi, je peux aussi le faire. Hein? Les comptes rendus de Sakombi, c'était des spectacles. Il parlait très bien. Et on se disait, comme on dit, dans chaque militaire, il y a un bâton de maréchal, donc chacun... Mais ce que fait notre ministre aujourd'hui, moi, en tout cas, je n'ai pas envie de le remplacer parce que j'estime qu'il le fait très bien. Et il faut le voir sur les chaînes étrangères, il est à l'aise.
Il a le mot qu'il faut. Non, je ne pourrais que le féliciter et l'encourager. Beaucoup, Quand beaucoup pensent qu'il n'a pas réussi à nous faire oublier Lambert Mende. Surtout au moment où notre pays fait face à une agression barbare du Rwanda et des forces stupendues. Vous savez, chacun a sa méthode de travail. Ce que fait Mouyaya, ce qu'il organise comme un... Ça, c'est sa création, ça. Hein? Comment vous appelez? Briefing presse. Le briefing presse, c'est extraordinaire. Ce sont des choses. Chacun a sa façon de voir les choses. Mende avait sa façon de... Je m'entendais très bien avec lui aussi, mais le jeune ministre, notre jeune ministre, moi je l'apprécie personnellement et je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de confrères étrangers qui me disent comment il fait, lui, il a une rapidité, chacun a sa façon de faire. Pourquoi voulez-vous que je divise des gens avec lesquels je suis bien? Et le visage avec lequel vous avez travaillé partout, vous êtes passé à la RFI, beaucoup sont dans autre chose. Et vous, il n'y a pas encore de possible reconversion, par exemple, en essayant d'embrasser la sphère politique qui bambichit toi. Non, de temps en temps... Demeurera journaliste. De temps en temps... Journaliste et à vie. De temps en temps, j'ai envie d'aller un peu au Parlement. Je vais vous dire franchement, c'est parce que ce métier m'a donné beaucoup. J'ai visité tout le monde entier. J'ai vu ce qui se faisait dans ces pays-là. J'ai appris beaucoup de choses grâce au voyage que j'ai effectué auprès de Maréchal. Je voulais, tout ce que j'ai en tête, le transmettre. Par exemple... Mettre votre expérience à contribution. Oui, par exemple. De notre pays. Par exemple, il y a... Pourquoi nous n'avons pas fait en sorte que les sociétés à charte, que le roi Léopold avait mis en place, parce qu'il avait constaté qu'il avait un grand pays à gérer, eh bien, il a fait appel à des capitalistes pour les mettre aux frontières, afin qu'ils puissent l'aider notamment à mettre de l'ordre, à payer les enseignants, et en contrepartie, l'État leur donnait, n'est-ce pas, leur accordait des faveurs, par exemple aux importations. Vous pensez qu'à l'État belge, ceux qui étaient à, je ne sais pas moi, loin, c'est l'État qui mettait l'argent dans les véhicules pour aller les payer? Non. Par exemple, l'huile de palme, c'était dans le Bandundu, vers le Kassai, le caoutchouc, tous ceux qui exploitaient les VIA et tout ça, eh bien, ils mettaient de l'ordre, ils contribuaient à mettre de l'ordre dans le pays. Ils payaient les enseignants, payaient les policiers, les cantonniers. L'argent ne venait pas de Kinshasa. Pourquoi ne pas avoir pris un peu... Dupliquer le même modèle chez nous. Pas dupliquer. Le congoliser. Parce que prendre de l'argent, mettre dans la voiture, on apprend de temps en temps que l'argent des fonctionnaires qui a été pillé. Non. Allez. Ce n'est plus moderne. On va finir avec vous, un sujet d'actualité. Et pourtant, c'est un sujet c'est très intéressant qu'on aborde là. Vraiment. Malheureusement, la télé, c'est le temps. On veut aussi vous libérer pour aller vaquer à d'autres. Je suis content que vous puissiez dire la télévision, c'est le temps. Alors, on parle de la guerre à l'Est. Oui. Dialogue à Kinshasa avec la possibilité de l'exclusion de Joseph Kabila et Katumbi. Kabila qui est accusé de soutenir l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. On avait même, il y a quelques semaines, suivi de philippiques contre lui.
par les biais du ministre chargé des Transports, Jean-Pierre Bemba, qui a remis catégoriquement en cause la nationalité de Joseph Kabila, deal minéré contre sécurité avec Washington. Comment s'y prendre? En quelques minutes, vous allez ramasser ces différents sujets d'actualité. Vous savez, entre l'Iran et Israël, ils vont finir par s'entendre. Nous finirons par nous entendre. On ne va pas se chamailler tout le temps. Entre-temps, les citoyens en souffrent. On ne va pas se chamailler tout le temps. Même la guerre, la Première Guerre mondiale, la Deuxième, les Allemands ont fini par s'entendre. Je souhaite que nous allions vers là. Déjà, le président de la République a reçu les catholiques et les protestants. Tout s'est bien déroulé. Je crois que c'est vers là qu'il faut tendre. Les appétits individuels, ça ne sert à rien. Des sources concordantes renseignent que le chef de l'État est d'accord, favorable à ce qu'il y ait dialogue, mais avec des têtes qui ne vont pas y être représentées, le cas de Kabila Katumbi. Qu'en pensez-vous? Dialogue sans Kabila Katumbi, quelle valeur aura ces dialogues? Vous dites des sources concordantes, c'est-à-dire quoi? Moi, je n'ai pas pêché l'information à la source, et donc, quand vous dites concordante, c'est encore une fois les réseaux sociaux. Et si l'information était dans le tuyau, et que cela venait à être révélé ou avéré, quelle serait votre réaction? Moi, j'ai entendu parler de l'inclusivité donc que les fils du pays, que nous puissions nous entendre, et ce serait... Sans exclusion de qui que ce soit. En tout cas, moi, je demande aux Congolais de prier pour que les politiciens, pour que le chef de l'État puisse être inspiré et pour que on arrête de nous bagarrer. Si nous prions et que Dieu nous entend, eh bien, nous pourrons penser à autre chose. Et alors, que pensez-vous de ceux qui attisent le feu? Les attaques par-ci, le colibé par-là. Vous savez, hein, les colibés, vous savez, vous commencez à avoir un peu de... Vous avez déjà la notoriété. Les gens viendront parler, dire que le président, notre président, c'est l'homme le plus beau. Ils viendront, les politiciens, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Mais Monsieur le Président, mais ne m'oubliez pas. Vous allez former le prochain gouvernement. C'est tout. Mais ça, c'est nombriliste. J'allais dire que c'est normal aussi parce que, semble-t-il, la politique est une fonction parlante. Ne vous en faites pas. Les gens viendront. Moi, je suis venu parce que vous avez insisté. Je suis là pour parler de la profession. Mais je demande au peuple qui vous écoute, à vos téléspectateurs, de prier afin que le Congo puisse commencer à exploiter ses richesses. Vous avez traversé des générations, vous avez informé le Congolais pendant de nombreuses années. Vous était-il arrivé à un seul instant de douter de la nationalité congolaise de Joseph Kabila? Ou par vos enquêtes, ou par ce que les gens vous ont raconté? Non, j'ai entendu comme vous. Vous savez, j'avais gardé rancune à Mzé, et finalement, on m'a dit qu'il estimait, qu'il aimait bien ce que je faisais. Et même le fils? Vous avez eu des rapports justement avec lui? Même le fils, je l'ai interviewé. Mzé avait dit que c'était son fils. Écoutez, c'est un débat dans lequel moi je ne vois pas d'intérêt. Hein. Quelqu'un qui vous a dirigé pendant 18 ans, si vous dites que
vous apprenez après qu'il est étranger. C'est gênant, non? Il faut cacher ça. Même si c'était la vérité, il faut cacher ça. 18 ans, il vous a dirigé, et puis, même s'il n'avait pas la nationalité, il faut la lui donner vite, pour ne pas être ridicule. Et selon vous, l'objectif d'une telle communication serait lequel, au moment où les Congolais veulent fédérer les énergies, se parler et fumer les calumets de la paix, mais il y a des gens qui versent dans cette diatribe. J'ai l'avantage d'être et journaliste et communicant. Pas communicateur, hein, communicant. C'est-à-dire quelqu'un qui est outillé pour faire de la communication politique. Alors, vous me posez cette question à la fin. Normalement, un communicant, il est derrière une personnalité pour lui dire ce qu'il pense de sa politique et essayer, si c'est possible, d'orienter, de donner quelques idées pour que tout ça marche. Vous savez, en Europe, les Sarkozy, 5, 8, 20 communicants. C'est parce que ce sont des gens qui sont outillés, qui sont les avant-gardistes. Ils voient un peu plus loin. Vous me posez la question, en tant que communicant, je ne veux pas vous donner ma réponse. Et il y a 2 jours, il y a un clip qui fait rage sur le plateforme de téléchargement légal. Oui, politique Wenge de featuring King Alech et qui fait quoi? Qui fait rage. Oui. King Alech en featuring avec Machine Zozo et il parle de politique Wenge. Wenge politique. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi ce clip ou ces tubes. Est-ce que vous dites que traduisez-moi ça en un mot. C'est-à-dire politique Wenge, c'est-à-dire à l'image de Wenge Musica. On est ensemble, on est bons amis. Lorsqu'on se sépare, allez, je commence à attaquer l'autre camp. Est-ce que c'est signe c'est la caricature de toute la société? J'ai compris votre question. Moi, je pense qu'il est temps de respecter nos autorités. Il est temps de respecter le chef de l'État. Parce que, après 6 ans, il s'est déjà donné, il a déjà une idée de tous les hommes politiques. Ce n'est pas en voulant le flatter qu'il va vous nommer. Il a déjà une idée sur vous. Ne forcez pas les choses. Il connaît bien les acteurs et leur jeu. Oui. Moi, je vous dis, les gens viendront, ils diront, mais c'est normal. C'est pour que tel qui a suivi aille dire, le président Nalandaki, bien. Non, le président a une idée. Il est grand assez pour se choisir des collaborateurs. Il est entouré des gens suffisamment bien outillés pour lui dire... ou pour mener des enquêtes, comme l'enquête qui a été menée sur moi. Et croyez-vous à l'accord qui sera conclu avec Washington, accord minéré contre sécurité? Les États-Unis vont-ils nous venir en aide? Ce sera en termes de quoi? En termes de logistique, de formation? Où vont-ils envoyer des troupes? L'ancien président américain, vous savez, il est allé en Afrique. Vous savez quel pays il a visité? Pas Trump, l'autre. Son prédécesseur. Oui. Donc, nous sommes le pays le plus riche du monde. Et les gens, si nous nous organisons pour nous entendre, les gens viendront nous aider pour développer ce pays. On est le plus riche du monde, ça suppose qu'il faut brader nos minéraux. On ne bradera pas, on n'aura pas besoin de brader. On en a suffisamment. Il suffit de nous entendre et de regarder
dans la même direction, ce qu'il ne veut pas dire, sans critique, parce que c'est du choc des idées. Et charrier la lumière. Pour vous, devrait-il y avoir de préalable avant la signature de l'accord avec Washington? Laissons les choses venir. On jugera sur pièce. Quand une voiture a déjà démarré, vous voulez l'arrêter, c'est peut-être... tout dépend de nous. Si nous nous entendons, nous regardons dans la même direction, celle du développement, eh bien, il y a suffisamment d'intellectuels pour que nous puissions véritablement engager le pays sur la voie Merci beaucoup. du développement. Président, on n'a pas parlé de l'association. Je crois que lors d'une prochaine occasion, au BN peut-être, parce que vous m'inviterez encore. On parlera de... Vous estimez que... Même une interview dans votre bureau, on le fera. D'ailleurs, il y a d'autres personnes qui m'attendent. Merci beaucoup. On croyait vous avoir sur ce plateau en costume cravate. Non, c'est une très bonne question. Je suis habillé en patéo. Patéo, c'est l'ancien tailleur de Mandela. Même quand vous allez à une fête, quand les gens regardent Patéo, eh bien, il vous faut entrer. Ce que je regrette, c'est que nous avons un très grand tailleur qui s'appelle Okason, mais on ne l'exploite pas souvent. Les Congolais ne savent pas vendre ce qu'ils ont de valeur. Cet homme-là a des usines, a tout ce qu'il faut pour offrir aux Congolais tout ce qu'ils veulent. Mais nous ne le vendons pas assez. Moi, j'ai été autour du président. Les autres chefs d'État vendent leurs valeurs. Par exemple, je connais un ami, M. Goudiaby, il a été vendu par ton chef d'État, le président sénégalais, et Goudiaby. Il faut que nous commencions aussi à vendre nos valeurs. D'accord? D'accord. Ok. C'est bien entendu, président. Si vous voulez, la prochaine fois, je viendrai en cravate, mais... déjà, ça vous sied. Merci, vous êtes gentil. Allez, au revoir. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Jean-Pierre Kibambichu, toi sur Politique, on la force du détail. Je le disais, il m'a été particulièrement difficile de préparer cette émission. J'ai consacré un peu plus d'1 heure pour introduire, savoir sous quel angle orienter le débat, un travail décisif. Et si j'ai failli à ma mission, je vous en prie de bien vouloir m'en excuser. Nous n'avons pas politiquons, hein. Nous n'avons pas politiqué, pardon. Politiqué. Allez, on se retrouve avec le même plaisir pour un autre numéro sur votre chaîne.